Bonsoir à toutes et à tous. Le Togo se prépare activement pour l'organisation des élections régionales et législatives. Double scrutin, les régionales, une première au Togo. Et pour nous permettre de cerner tous les contours et enjeux de ces élections régionales, nous sommes sur ce plateau avec Dr Essozemna Ama, membre du laboratoire d'analyse d'histoire sociopolitique à l'université de Lomé. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, docteur, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ces élections régionales au Togo? Alors, disons qu'il y a plusieurs motivations, mais la principale, c'est la volonté politique. C'est la volonté de l'État togolais de parachever le processus de décentralisation amorcé depuis 2019 avec l'organisation des élections municipales. Il faut rappeler que dans la constitution togolaise, il a été prévu la décentralisation. Donc un système de gestion des collectivités territoriales par un transfert de compétences. Et le transfert de compétences se fait à deux niveaux, au niveau communal et au niveau régional. Donc je disais tantôt que l'État togolais a organisé les élections municipales en 2019. Donc l'organisation des élections régionales prévues en avril viennent parachever la mise en œuvre de la décentralisation au Togo. Voilà, donc c'est la principale motivation. La seconde motivation, on peut dire que celle-ci traduit aussi la volonté de l'État d'impliquer davantage les populations dans la gestion des affaires qui les concernent en vue de leur épanouissement. Voilà, donc c'est l'une des motivations, entre autres. Voilà. Et quelle importance de ces élections régionales? Voilà, disons que c'est très important d'associer les populations à la gestion des affaires. Parce que pour qu'il y ait un développement harmonieux, il faut un climat de confiance. Il faut un climat de confiance. Et comme je disais aussi tantôt, l'État ne peut pas, ou du moins malgré sa volonté de pouvoir satisfaire les populations, peut malheureusement ne pas connaître les besoins réels des populations. Et donc à travers la décentralisation et le choix des conseillers qui traduisent ici l'émanation du peuple, ces conseillers pourront donc porter les besoins des populations et pour que l'État puisse les satisfaire. Même si, comme nous l'avons dit, qu'il y a un transfert de compétences et que au niveau décisionnel, les conseillers auront une certaine autonomie, mais aussi ces conseillers auront aussi l'appui de l'État. Donc, il faut dire que c'est important pour un État de pouvoir savoir que les besoins de ces populations sont pris en compte. Et donc, grâce aux conseillers, je pense que leur seul objectif pourra être atteint. Et la seconde importance que j'estime qu'il faut aussi évoquer, que cela va permettre aussi à la population de pouvoir participer véritablement à la gestion de la cité, c'est-à-dire que de l'État. Parce que quand on dit l'État, c'est aussi l'ensemble des citoyens. Et donc, si on leur confie une certaine responsabilité, et que si à travers les conseillers qui seront élus, elles pourront donc amener leur pierre à l'édifice. L'autre importance, c'est qu'il y aura un climat de confiance qui va s'établir. Parce que les populations ont élu des personnes en qui elles ont confiance. Et donc,
entre la population et les gouvernants. Donc, je pense que le dialogue sera beaucoup plus aisé parce qu'à travers les élus, ils pourront apporter la volonté du peuple, donc acquis de droit. L'autre aspect de la confiance, c'est que dans nos États, nous bénéficions parfois de l'appui des partenaires extérieurs et qui souhaitent véritablement que les populations, que les aides aillent véritablement aux populations. Donc, et ça va rassurer les partenaires extérieurs de pouvoir contribuer, de continuer toujours d'appuyer les programmes de développement au niveau de la base. Voilà, donc, disons qu'entre autres importances voilà, de ces élections. Et docteur, vous l'avez effleuré tout à l'heure, l'intérêt de ces élections pour les populations. Est-ce que vous pouvez revenir encore plus en détail sur la question? Oui, je pense que l'intérêt pour les populations, et je disais que les populations vont élire, les citoyens vont élire les personnes de confiance. Et comme il s'agit d'une élection, les conseillers sont dans l'obligation de prendre en compte les besoins, les préoccupations des populations. Par exemple, s'il s'agit des besoins de construction d'écoles, de centres de santé, ils sont obligés de prendre en compte ces besoins pour pouvoir les satisfaire. Parce que s'ils ne le font pas, les populations auront l'occasion de pouvoir les demander des comptes. Ouais, donc c'est important. Donc il y a le principe de compte rendu dans le contexte de la décentralisation, ce qui n'est pas le cas, ou du moins de la même manière lorsque nous sommes dans un système déconcentré. C'est-à-dire que dans un système de décentralisation, les élus rendent compte à la population, d'où elles sont obligées de satisfaire un certain nombre de leurs besoins pour que les populations puissent leur renouveler la confiance. Donc, c'est important. Et je pourrais aussi insister sur le fait que ça va permettre aussi de responsabiliser les populations, les citoyens, à la base. Le fait que les populations elles-mêmes discutent de leurs problèmes, de leurs projets, ça les responsabilise. Donc elles-mêmes, elles pourront contribuer davantage au développement de leur localité. Donc c'est important. D'accord. Et parlons justement de l'élection de ces conseillers régionaux. Qu'est-ce qu'un conseiller régional? Et un conseiller régional, disons que c'est un citoyen togolais qui est élu. Parce qu'il faut être élu avant d'être appelé conseiller régional. Qui est élu et qui est élu en vue de participer au conseil de la région et donc auquel lui-même il a contribué à mettre en place. Autrement dit, le conseil régional est constitué des conseillers et qui vont, après leur élection, mettre en place un bureau. Donc c'est l'organe, c'est le conseil, le bureau du conseil qui sera chargé de la mise en œuvre de tout ce qui est du ressort du conseil régional. Donc il y aura plusieurs, comme la loi l'a mentionné, il y a plusieurs conseillers par région, mais tous ne vont pas siéger. Donc il y aura un conseil, un bureau qui sera mis en place avec des commissions à l'appui et ce sont eux qui vont s'occuper des problèmes de la région. Et entre autres problèmes, il y a plusieurs domaines de compétences. D'abord, c'est le développement local de façon générale. Il y a le développement local qui consiste à la planification et à l'adoption des programmes. Donc, comme nous l'avons dit, c'est une autonomie. Donc, l'État donne l'autonomie de décision aux communautés locales, donc à travers leurs conseils, de pouvoir évaluer leurs besoins au niveau local. Donc, eux-mêmes vont évaluer leurs besoins et planifier en fonction de leurs possibilités, parce qu'ils doivent quand même faire des estimations
et donc sur la base de ce qu'ils pourront en termes de financement, mobiliser en termes de financement et de la contribution de l'État, ils verront quelles seront leurs possibilités. Et donc, ils vont d'abord planifier et adopter les programmes. Donc, entre autres, ce conseil aussi va donner des avis sur les actions de développement au niveau des communes. Donc, vous voyez, ils vont venir en appui aux communes pour essayer de les conseiller aussi et de réduire les disparités pour voir, voilà. Et les conseils ou le bureau, enfin les conseillers régionaux sont aussi compétents dans la construction des équipements, dans la fourniture des équipements, des infrastructures, c'est-à-dire que des routes, les équipements, ça peut être de l'éducation, les écoles, et ça peut être également les voies de communication, les routes. Donc, ils sont également chargés de pouvoir fournir ces équipements-là à la population. En tout cas, au niveau de leur ressort territorial, c'est-à-dire qu'au niveau de la région. Ils vont également contribuer à redynamiser le commerce et l'artisanat, donc en accompagnant les artisans au niveau local ou en fournissant les équipements nécessaires pour le développement du commerce au niveau régional. Par exemple, mettre des équipements au niveau des marchés ou construire de nouveaux marchés aux besoins, donc pour satisfaire les besoins de la population. Ils seront également chargés de développer les loisirs au niveau de leur ressort territorial. Donc les loisirs et les activités culturelles. Donc c'est du ressort du conseil régional. Donc entre autres, disons que tout ce qui relève même de la vie, donc c'est réservé au conseil régional qui, dans certaines circonstances, a des pouvoirs, a une autonomie totale, mais aussi parfois est obligé de recourir aussi à l'État pour en vue de mieux satisfaire les besoins des populations. Voilà. Docteur, est-ce qu'il n'y aura pas conflit d'intérêts vu que dans une région, on a un préfet, des préfets et des maires, et ça ne va pas, le conseiller régional ne va pas empiéter sur les compétences des autres? Bon, oui, vous avez raison, parce que beaucoup de Togolais se posent cette même question. Vous savez, la loi sur la décentralisation dit que en matière de compétences, les conseillers municipaux et même les conseillers régionaux ont pratiquement les domaines de compétences, mais seulement à des niveaux différents. Quand on prend les conseillers municipaux, c'est le niveau communal. Quand on prend les conseillers régionaux, c'est au niveau de la région, et qui, d'une façon beaucoup plus générale, jouent le rôle de la coordination, mais aussi sont aussi dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'ils vont réaliser des actions, mais toujours dans l'esprit de pouvoir satisfaire les besoins au niveau régional. Ça, c'est la spécificité. C'est-à-dire que les infrastructures, par exemple, qu'ils vont mettre en place, ça doit s'inscrire dans le cadre régional. Si c'est une route, ça ne peut pas se limiter seulement à la région, c'est-à-dire au siège du conseil. Parce que le conseil sera au siège de la région, qui parfois constitue également, qui correspond à une commune. Donc vous voyez. Donc les projets qu'ils vont réaliser doivent s'inscrire dans un cadre régional. Bénéficier toutes les communes de la région ou toutes les préfectures de la région. Maintenant, vous avez parlé de conflit. Oui, c'est possible, mais la loi a été claire, a établi des domaines de compétences de manière à ce que chaque entité ne s'interfère pas dans les actions d'une autre entité. Je donnais un exemple tout à l'heure. Je disais que sur les actions de développement au niveau communal, le conseil régional va plutôt donner un avis. Donc, quand ils vont élaborer leur plan
ils vont soumettre au niveau du conseil. Ils ont un avis consultatif, c'est à titre de consultatif, pour prendre conseil. Donc c'est le conseil municipal qui sera chargé de l'exécution de ces plans de développement, de ces actions de développement. Et donc à partir de leur propre budget, puisqu'ils ont aussi une autonomie de gestion. Voilà. Et nous avons aussi les préfectures, qui sont des structures déconcentrées de l'État. Donc la préfecture, elle sera, disons, l'œil de l'État dans les régions. C'est l'œil de l'État pour voir, même si on dit qu'il y a une autonomie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le regard de l'État. Donc, il y a des rapports qui seront envoyés donc, au niveau de l'exécution, par exemple au niveau des communes. Ils sont autonomes, mais lorsqu'ils élaborent des budgets, les budgets sont envoyés à la préfecture pour que la préfecture voit quel est le budget que vous avez arrêté et dans l'exécution, comment ça a été exécuté. Parce que l'État a le droit de regard. Donc les préfets vont s'occuper de ce volet on peut dire, de surveillance, si on peut dire. Même tout en ne s'interférant pas dans les actions, mais donc l'État a le droit de regard malgré l'autonomie qui est donc accordée. Peut-être que nous allons revenir après sur les compétences et les relations fonctionnelles entre la commune, la région, et entre la région et la préfecture, et entre la commune et la préfecture. Donc peut-être qu'on reviendra pour mieux détailler sur des actions concrètes, comment est-ce que la coopération se fera lorsque les choses seront véritablement mises en œuvre. Docteur, bien évidemment, nous allons y revenir et nous allons, c'est pas encore fini, nous allons marquer une courte pause et je vous reviens juste après le jingle. Retour sur ce plateau et toujours avec le docteur Amar, docteur qui peut être élu conseiller régional. Oui, pour être élu conseiller régional, il faut être citoyen togolais et homme comme femme, hein. Homme comme femme, être âgé de 25 ans révolu et être inscrit sur les listes électorales parce que c'est l'une des questions, enfin l'une des conditions principales, être inscrit sur les listes électorales. J'ai dit tantôt avoir 25 ans révolus, savoir lire et écrire, la langue officielle, donc le français pour nous. Et puis résider, il y a une condition de résidence, au moins 6 mois. Il faut au moins résider 6 mois dans votre ressort territorial. Il faut résider 6 mois. Donc, sans ça, vous ne pouvez pas faire acte de candidature pour être élu conseiller régional. Voilà. Donc, ce sont les conditions principales pour être élu. Et le dépôt des dossiers a déjà débuté. Voilà, et voilà. Donc, faire acte de candidature. Il faut faire acte de candidature et que la candidature soit validée. Donc, avant de prétendre. Avant de prétendre être élu. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que d'être candidat ne veut pas dire d'être déjà élu. Donc, voilà. Lorsqu'on parle d'éligibilité, ce sont les conditions de candidature. Voilà. Vous faites acte de candidature et ça vous donne le droit d'aller battre campagne, présenter votre projet aux populations et en vue de prétendre être élu conseiller régional. Et comment est constitué le conseiller régional, justement? Voilà, le conseil régional, en fait, ils sont élus à un scrutin uninominal. Ils sont élus et ce sont ces conseillers qui se réunissent
pour mettre en place un bureau régional, au niveau régional. Surtout, la loi a prévu que le siège du conseil se trouve au chef-lieu de la région. Voilà. Donc, ils mettent en place un bureau constitué d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. Alors, pour le fonctionnement du conseil, ils mettent en place aussi des commissions. Je crois qu'ils ont prévu 3 commissions. Ils vont mettre en place 3 commissions. Et en plus de ces commissions, ils vont mettre également, il y a le personnel pour le fonctionnement des services. Voilà. C'est ça le conseil, en fait. C'est ça qui va constituer le conseil régional. Et pourquoi le conseil régional est important dans l'économie locale? Oui, nous abordions tantôt les domaines de compétences du conseil régional. Alors, pour que le pays, en tout cas, pour qu'un milieu se développe, il faut des réalisations, il faut des infrastructures, et donc de tout genre. Et un des aspects qui a trait à l'économie, c'est le commerce. Donc, le conseil a compétence de redynamiser le commerce au niveau local. Donc, en dotant les marchés d'infrastructures. Et le conseil va également soutenir les artisans. Donc, en les soutenant, en renforçant les capacités, en les soutenant. Et donc, je pense que cela va redynamiser l'économie. Voilà, donc chaque région a sa spécificité. Il y a les potentialités au niveau de chaque région. Donc, c'est à chaque conseil de pouvoir s'inspirer, de valoriser ses potentialités pour mobiliser les ressources au niveau local. Donc, pour insuffler un essor économique au niveau régional. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre en place ces conseils. Parce que chaque région a ses potentialités. Comment mobiliser? Il y a déjà des atouts au niveau de chaque région. Donc, on a déjà des opportunités au niveau des régions, mais comment les mobiliser? On a déjà, par exemple, on a les associations des femmes, on a les groupements de solidarité qui s'organisent. Mais comment, il s'agira pour le conseil de pouvoir s'appuyer sur toutes les potentialités. Par exemple, au Togo, il y a des régions où on peut développer l'agriculture dans certains domaines, dans l'élevage. Donc, la région, le conseil pourra également appuyer les populations pour développer le secteur de l'élevage ou bien les cultures qui sont spécifiques à la région. Le conseil pourra également appuyer les populations. Et donc, c'est parce que sans ça, le conseil risque de ne pas avoir des moyens. Parce que ce sont les contributions des populations qui vont donner les moyens à la région. C'est pour ça que je parlais tantôt que le conseil va veiller à réduire les disparités. Il y aura des localités où il y aura plus de possibilités de mobiliser les ressources. Il y aura des localités où il y aura peu de ressources. Donc, ça sera de la compétence du conseil de voir comment elle peut se servir des opportunités au niveau régional pour mobiliser davantage les ressources et développer la région. Et vous avez parlé un peu plus haut du processus de décentralisation. Oui. Qu'entend-on par décentralisation? Oui, la décentralisation, comme je l'avais déjà effleuré, c'est un système de gestion où d'aucuns diront c'est une technique d'administration qui recommande à l'État central de transférer des compétences ou encore de multiplier les pôles de décision, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que pour réaliser une infrastructure, si c'est au niveau central qu'il faut prendre la décision, vous voyez que le temps de satisfaction peut être plus long.
Mais si en amont, il y a eu déjà, les budgets sont déjà validés en amont et qu'on confère la décision à un niveau beaucoup plus local, ça sera fait plus vite. Bon, on peut prendre aussi notre exemple. Si c'est une rue qui a été endommagée ou bien un pont qui est endommagé, un petit ponceau qui est endommagé dans une commune ou dans une localité, ou sur une voie qui relie d'autres communes ou d'autres régions, et que la voie est endommagée, et déjà le conseil peut prendre des dispositions rapidement pour réparer sans avoir l'aval du pouvoir central. Parce que la compétence à fournir des équipements ou à construire des voies de communication. Donc vous voyez, donc c'est important. Donc la décentralisation, c'est en réalité ça. C'est transférer les compétences. Alors que dans le système déconcentré, ce qu'on a vécu jusqu'en 2019, parce que je disais qu'on a organisé les élections municipales en 2019, on était dans un système déconcentré où on parle plutôt de délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir. Donc, ce qu'on appelait à l'époque les mairies, c'était des délégations spéciales que l'État avait mis en place. Et donc, à l'époque, on les nommait. Donc, c'était l'État qui les nommait. Donc, ils rendaient compte à l'État et non à la population. Parce que c'est l'État qui les avait nommés. Donc, c'est la même chose que le préfet la préfecture, qui est une structure déconcentrée et qui dépend du pouvoir central. Et donc, qui rend compte au pouvoir central. Alors que dans le système décentralisé, où nous avons parlé de transfert de compétences, nous avons des élus. Et ces élus, ils sont redevables à la population. Donc, ce sont les populations qui les ont élus et ils doivent rendre compte à la population. Donc, il y a le principe de compte rendu qui est important dans le système de décentralisation. Voilà. Merci, docteur Ama, pour ces éclairages. Et nous allons bien évidemment revenir sur d'autres aspects de ces élections régionales, certainement dans nos prochaines émissions. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager le peu que nous en savons sur ces élections. Et nous espérons que nous allons partager d'autres choses avec vous dans les prochaines émissions. Merci une fois encore. Merci également à vous pour votre fidélité, votre attention et à très prochainement pour un nouveau numéro spécial élections régionales.